Ok, vous ne l'auriez pas compris, on va maintenant parler de l'engagement des nouvelles générations avec donc ce formidable plateau féminin pour terminer la journée. Donc voilà, comment est-ce qu'on intègre les jeunes générations dans l'entreprise? Comment on organise cela au sein d'un groupe familial? On a à la fois des exemples très concrets et puis au sein de l'entreprise, un exemple d'accompagnement de ces sociétés. Puisque j'ai donc à ma droite deux sœurs, Charlotte et Juliette Biotto, donc, qui ont ensemble cofondé une entreprise qui s'appelle Montlimar et qui fait partie du groupe ERAM. Et vous avez aussi une fonction maintenant dans le groupe ERAM puisque vous co-dirigez, aussi, c'est-à-dire en plus, vous co-dirigez ensemble Bocage, qui est une marque de chaussures, alors que Montlimar, ce sont des vêtements pour hommes. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Bonjour. Et à vos côtés, nous avons Christine Blondel. Donc vous êtes, bonjour, professeure à l'INSEAD, spécialiste de tous ces sujets d'entreprise familiale, de transmission, d'engagement des générations. Et d'ailleurs, vous conseillez sur ces sujets-là aussi les entreprises familiales. Alors Charlotte, je le disais, vous avez commencé votre carrière directement, je crois, dans le groupe familial et assez rapidement, vous avez évolué en créant une marque au sein du groupe, donc on appelle ça l'intrapreneuriat. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était calculé? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là finalement? Donc oui, en effet, je suis rentrée dans le groupe en 2011 et 5 ans plus tard, on a créé avec Juliette la marque Montlimar. Je pense que la première des choses, c'était d'avoir un projet en commun et de travailler ensemble. Ensuite, assez naturellement, ce projet s'est inscrit au sein du groupe. Donc on a présenté un projet au sein du COMEX du groupe ERAM qui a été validé. Et ensuite, on a avancé ensemble dans le groupe sans vraiment se poser de questions. En fait, au démarrage, ça nous paraissait assez naturel de le faire directement. Alors justement, donc c'était une décision assez naturelle, si je comprends bien. Avec du recul, quels ont été les avantages de faire ce choix de l'intrapreneuriat et peut-être les choses un peu plus compliquées ou les points un peu difficiles que vous n'aviez pas forcément anticipés? Je pense que le premier avantage, c'était de bénéficier d'un certain nombre d'expertises déjà présentes dans le groupe. On voulait créer une marque de vêtements. C'est un groupe qui distribue des vêtements et des chaussures, donc ça nous paraissait évident. Ensuite, l'avantage, ça nous a aussi ouvert de nombreuses portes dans l'entreprise, de vraiment mettre les mains dans le cambouis, de connaître toutes les facettes de l'entreprise, tous les métiers. Et de vraiment avancer comme cela. Ensuite, je pense que l'inconvénient, ça a été plutôt, c'était quelque chose d'assez nouveau, même s'il y a eu plusieurs exemples d'intrapreneuriat dans le groupe, mais en tout cas, le côté start-up était assez nouveau. Et on a eu plus de mal sur la partie vraiment mise en place d'un mentoring, d'un coaching, puisque c'était des personnes qui étaient salariées du groupe. Donc pour être 100% transparent, honnête, même si on était ouverte et plus qu'ouverte à la critique, je pense que là-dessus, ça a pu être un inconvénient. Juliette, vous aviez travaillé en dehors du groupe avant. Vous aviez quand même néanmoins cette volonté de rejoindre le groupe. Est-ce que c'était en vue de rejoindre le groupe? Et finalement, quelles ont été un peu les différences, on va parler un peu culture d'entreprise, quand vous quittez une entreprise de laquelle vous êtes salarié pour rejoindre ce projet dans le groupe familial et en créant une structure à l'intérieur? Alors, j'ai toujours voulu rejoindre le groupe. Je crois qu'on est né dans une chaussure avec Charlotte. Et ça a toujours été une volonté, ayant grandi dans le village où avait été fondée l'entreprise. On a vécu avec nos grands-parents qui travaillaient, nos parents. Donc, on aurait pu soit être dégoûté ou soit être très intéressé. On a tout de suite été très intéressés. Donc, la question ne s'est jamais posée de travailler ailleurs plus tard. En revanche, j'avais pour ma part la volonté de commencer en dehors du groupe. Je pense que c'est une question de caractère et qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Ça me correspondait. J'avais besoin de faire mes preuves, de passer des entretiens, d'être retenue, de m'intégrer dans une entreprise. Et j'avais besoin de ça pour ensuite avoir confiance pour entrer dans l'entreprise familiale où l'intégration est évidemment complètement différente. Et les rapports humains sont évidemment les rapports humains sont évidemment complètement différents. Quand j'ai commencé du coup, chez Maison du Monde, je suis arrivée jeune diplômée, donc c'est la normalité, on va dire. Je me suis fait des collègues qui sont devenus des copines. J'ai évolué, j'ai eu des difficultés. Quand on entre dans l'entreprise familiale, déjà, il y a tout un bagage, puisque depuis qu'on est né, on a un certain devoir.
Bien qu'étant très à l'aise et naturel, et on a presque des amitiés avec certains salariés, il y a quand même une certaine retenue, on va dire, qui est complètement différente que dans une entreprise qui n'est pas la nôtre. Donc là, c'est un modèle, évidemment, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être le seul. Qu'est-ce que vous observez, vous, de votre côté, comme modalité d'intégration des nouvelles générations? Et puis, est-ce qu'il y a un peu la même question des bonnes pratiques ou finalement des choses que vous décommandez? Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup parce qu'on a deux approches. Une qui est l'entrepreneuriat, l'autre qui est d'aller travailler à l'extérieur. C'est sûr que c'est important d'arriver à se prouver. Parce que malheureusement, on a beaucoup d'exemples d'entreprises familiales où ça se passe mal. L'intégration des jeunes dans l'entreprise peut mal se passer. Si on parle d'engagement, l'engagement, c'est pour contribuer. Il ne faut pas que je sois engagée parce que, par exemple, je n'arrive pas à trouver de job à l'extérieur. Il ne faut pas que je sois engagée parce que depuis la naissance, on me dit ça sera toi la future patronne ou le futur patron. Donc malheureusement, on a des cas où ça se passe mal et même où un des cas les plus difficiles à gérer pour l'entreprise familiale, c'est de renvoyer un membre de la famille qui travaille dans l'entreprise. Et ça peut créer des crises majeures qui, dans certains cas, aboutissent à la vente de l'entreprise familiale parce qu'une branche va être découragée, va commencer à vendre, etc., etc. Et donc, il faut faire vraiment très attention, effectivement, à ce que cette intégration se passe bien. Une des choses qu'on peut encourager, c'est effectivement d'aller travailler à l'extérieur. C'est aussi de développer un centre de profit à l'intérieur, que ce soit par entrepreneuriat ou un centre de profit qui existe déjà et qu'on veut développer. Parce qu'au moins, on voit directement les résultats de la personne. Avoir des règles du jeu. Donc, on a parlé beaucoup de gouvernance familiale jusqu'à présent, enfin, entre autres, mais le mot est revenu plusieurs fois. Et donc, la notion de charte familiale qui donne un peu des règles. Et ce qui est très important, ce ne sont pas seulement des règles pour entrer, mais après pour la gestion de carrière. Aider les gens, vous avez dit, ce n'est pas toujours facile à l'intérieur de l'entreprise d'avoir un mentor qui vient de l'entreprise. Donc, on peut avoir cette notion qui se développe de... Bon, je suis désolée, je vais utiliser un terme anglo-saxon, talent manager, gestionnaire de talent, qui peut être une personne complètement extérieure, qui va rencontrer les membres de la famille, savoir ce qu'ils ont envie de faire, comprendre quelles sont leurs compétences, savoir-faire, savoir-être, etc., pour les aider à réussir. J'espère que je ne suis pas trop longue. Peut-être une chose que je voudrais rajouter, c'est cette notion de... Ça a été aussi évoqué dans le panel précédent, il n'y a pas que les compétences, mais il y a le savoir-faire, savoir-être. Et donc, certaines familles vont même établir un code de conduite pour les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise. On reviendra sur toutes ces questions, mais je voulais d'abord rebondir sur quelque chose que je vous ai entendu dire. On a grandi avec l'idée d'un certain devoir. Ça pose aussi la question de la façon dont agit la génération du dessus face à celle du dessous. Comment est-ce que vous avez ressenti l'agissement de la génération du dessus? Comment vous l'avez vécu? Alors, la génération du dessus, pourtant, qui est notre papa, a été plutôt bienveillante, accueillante et sans pression. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine pression et un certain traumatisme des générations précédentes. On est finalement une assez petite famille. Oui. Nous, on n'est que 10 cousins, on est les 2 aînés. C'est aussi pour ça qu'il y a peu d'expérience, malgré le fait d'être la 4e génération. Et tout est à faire, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Tout est à faire, c'est aussi pour ça qu'on essuie un petit peu les pots cassés de temps en temps. Mais je dirais que la génération précédente, qui est notre papa, a toujours été accueillant, bienveillant. On trouvera une place si vous avez la volonté d'eux. Et le devoir, finalement, on ne nous l'a jamais réellement inculqué. Il a été naturel quand on comprend ce qu'est une entreprise. Quand on vient aussi du territoire, qu'on rencontre des personnes qui travaillent quotidiennement dans l'entreprise, je pense que naturellement, on grandit avec un certain devoir, même si ce n'est pas une pression, c'est un devoir qui est naturel. Territoire sur lequel vous êtes retourné, puisque créer Monlimar impliquait de retourner. En fait, il n'était pas question de rester à Paris ou de... Voilà, vraiment, vous êtes ancré dans ce territoire. Oui, on a même appelé notre marque Monlimar du nom de notre village d'enfance. Donc oui, on est bien ancré dans le territoire. Quel degré d'aide est-ce qu'il faut apporter à ces nouvelles générations? À quel point est-ce qu'il faut les soutenir, les faire se sentir bienvenus, leur apporter tous les moyens nécessaires, mettre à leur disposition les ressources de l'entreprise, ou au contraire, est-ce qu'il faut les laisser se débrouiller?
Je dirais un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut les accueillir, bien évidemment. Il ne faut pas se poser 30 fois la question est-ce que vous pouvez rentrer par... Enfin, je veux dire, il y a des règles, il faut faire attention. Il faut faire attention aux compétences. Il faut voir que ces personnes vont pouvoir contribuer là où elles seront. La grande règle, c'est d'ailleurs de mettre chacun au rôle qui lui convient et de l'aider à se développer. Mais c'est vrai que c'est important de laisser aussi de l'autonomie, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de l'entreprise, de faire confiance et de laisser les gens prendre leurs responsabilités. Et il y a un modèle que j'aime bien utiliser de développement personnel. Quand on est complètement dépendant, on a besoin qu'on nous aide, qu'on nous nourrisse, on ne peut pas marcher, on ne peut pas manger. Et puis, on va se développer. À 2 ans, on a envie d'être indépendant. Donc, on va dire, non, je mets mes chaussures tout seul, je veux le faire tout seul, et à la limite, on fera des petites colères parce qu'on n'y arrive pas, ou parce que... Et puis, après, et ça va se reproduire à l'adolescence, je veux être indépendant, et ça passe par une espèce de contre-dépendance, parfois, qui est une espèce de réaction. Et c'est important d'être passé par un stade, peut-être pas de contre-dépendance, mais en tout cas d'indépendance, pour pouvoir redevenir interdépendant. Et donc, ma réponse à votre question, c'est que c'est un jeu assez subtil, finalement. On ne veut pas assister, mais on veut accueillir, et on veut que chacun puisse se développer et se prouver à soi-même. Ce que vous avez dit sur ce que ça vous a apporté, l'expérience extérieure, vous savez que ce n'est pas grâce à votre nom de famille que vous réussissez, ou votre réussite dans votre entreprise que vous avez créée. Vous savez que ce n'est pas votre nom de famille, même s'il y a tout ce capital social qui va avec l'appartenance à cette famille, le capital humain, le capital culturel, mais vous le devez à vous-même. Et ça, c'est important de savoir qu'on n'est pas des assistés. Pardon. Alors là, on a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait retirer, de ce dont on pouvait bénéficier de par le groupe familial. À l'inverse, qu'est-ce que vous considérez apporter à ce groupe et finalement la création de Monlimar? Est-ce que ça a aussi bénéficié à ERAM? Est-ce qu'il y a cette notion d'échange et de dialogue entre les générations et entre les structures? Oui, je pense que ça, avec du recul, et on y réfléchit assez régulièrement, ça a apporté au groupe. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une famille d'entrepreneurs. Donc, on a eu ERAM créé en 1927, Gémeaux en 92. Aujourd'hui, le groupe, il n'a pas la même taille qu'à ces 2 époques-là. Donc, la création de l'entreprise, de la marque, etc., était peut-être plus agile. Aujourd'hui, on a une structure qui est plus lourde, avec des process plus lourds, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose sur lequel dont on n'avait pas forcément conscience quand on est arrivé dans le groupe. On s'est dit, on arrive, on va bénéficier des experts, ça va avancer, etc. Mais toute la partie immergée, de respecter tous les process, pour la sécurité du groupe, etc., mais ça, on n'en avait pas vraiment conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait, justement, pour permettre au groupe de réussir à continuer à entreprendre, à accélérer des petits projets, en sécurisant les grosses enseignes qui ont un process qui est tout à fait adapté, mais en n'alourdissant pas les petits projets, parce que ça peut couper des ailes, que ça soit en intrapreneuriat ou même des projets en interne au sein de certaines enseignes, de se dire non, je ne vais pas y arriver. Donc je pense que le vrai enseignement, c'est de se dire oui, on a grossi, mais il faut garder cette part d'agilité et d'entrepreneuriat qu'on peut vite oublier quand on devient un peu plus gros. Voilà. D'accord. Et puis, ça ne vous a pas empêché non plus d'évoluer au sein du groupe, puisque maintenant, vous êtes co-directrice de Bocage. Donc, Bocage, ce sont des chaussures. Comment s'est organisé le passage, justement, pour rejoindre le groupe Bocage? Et finalement, aujourd'hui, à quel point est-ce que vous êtes intégrée dans la gouvernance du groupe ERAM? Donc, la direction de Bocage, c'est notre oncle qui était directeur de la marque Bocage, qui fait pleinement partie du groupe. Il est parti à la retraite donc, il y a 2 ans. On a pris sa suite et ça s'est fait assez naturellement finalement puisque notre projet d'entrepreneuriat a un petit peu grossi. Donc on a aussi gagné en expérience, en management et puis c'est devenu une vraie marque. Et finalement c'était assez naturel de prendre la marque Bocage qui est une marque raisonnablement... qui est entre notre marque Monlimar et puis le mastodonte Gémeaux et de prendre cette marque avec cet œil... Sur le digital, par exemple, on y a apporté un nouvel œil et c'est ce pourquoi on est venu nous voir. Donc finalement, on a fait nos preuves au sein de notre enseigne qu'on gère toujours et pour y ajouter la marque Bocage à laquelle on ajoute cet œil digital. On voit une nouvelle génération. Alors il n'y a pas d'âge pour avoir ces préoccupations-là, mais
pour le coup, c'est le cas. C'est courant, ces échanges? Est-ce qu'il y a des compétences particulières qu'apporte la nouvelle génération, vous, dans ce que vous voyez dans cet écosystème? Oui, c'est clair, c'est clair. Et justement, c'est pour ça qu'il faut avoir justement les bras ouverts pour les personnes qui ont envie de s'engager pour contribuer. Et le digital, c'est typiquement une compétence qu'on va aller chercher effectivement, enfin que les jeunes vont apporter, mais aussi de connaître effectivement les différentes tendances. Vous êtes en plus dans un métier qui est vraiment très sensible aux tendances en général. Je pense que c'est clé. Et je dirais même plus, les jeunes peuvent contribuer à réinventer l'entreprise éventuellement. Je crois qu'une entreprise familiale qui perdure, c'est celle qui sait se réinventer génération après génération, voire même plus fréquemment. Donc ça, oui, c'est quand on regarde les entreprises centenaires ou multicentenaires, elles ont eu en fait des crises, plein de crises qu'elles ont surmontées. Donc à chaque génération, il y a des leaders qui ont su repartir. Parfois repartir de zéro, parfois juste transformer un modèle d'affaires, etc. Donc oui, c'est très très important. Et j'ai un exemple en tête d'une entreprise qui était dans l'informatique. Effectivement, à un moment donné, c'était fondé par un monsieur qui avait plusieurs enfants et qui, à un moment donné, s'est rendu compte, il y en avait un qui était particulièrement motivé, que ses enfants avaient les compétences qu'il fallait pour... Et donc, il a lâché beaucoup plus facilement, je pense, en sachant que ses enfants allaient pouvoir développer ce domaine qui était un domaine vraiment où il faut tout le temps être bien au courant de ce qui se passe, quoi. Ça ne veut pas dire que les plus anciens comme moi ne peuvent pas être au courant de ce qui se passe, mais je pense qu'on a vraiment, c'est évident qu'on a besoin de vous. Et alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de créer une charte familiale. Vous en êtes au début de ces process. Vous êtes donc la 4e génération. Vous avez créé Monlimar parce que c'était une envie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de structurer les process d'intégration de vos cousins, des générations futures? Qu'est-ce que vous structurez d'autre aussi? Sur quoi vous travaillez? Mais oui, on est en train de travailler dessus. Comme le disait Juliette, on est une petite famille, donc on est la 4e génération. Finalement, notre grand-père était tout seul, donc on est presque la 3e génération, sachant qu'ils étaient 3 au-dessus. Et du coup, il y a beaucoup de choses. On avait un peu la culture de l'oral aussi, donc on fait un peu au feeling. Ça s'est toujours bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, etc. De fait, ça se passe toujours bien. On est quand même plus nombreux. On a une partie de notre famille qui est au Canada. Enfin, il y a un certain nombre de choses aussi à encadrer. Beaucoup de questions qui se posent. Et quand on a commencé à vouloir créer ce projet, finalement, c'était plein de questions étaient sans réponse. Comment on fait? Est-ce qu'on va voir le COMEX? Est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce qu'on va voir notre papa? Comment on avance? Donc aujourd'hui, il y a vraiment une personne, en l'occurrence c'est la directrice juridique, qui a une casquette family office et qui nous fait avancer sur ces sujets-là, nous fait parler sur ces sujets-là, ce qu'on ne faisait absolument pas. Et donc ça fait à peu près 2 ans qu'on a mis en place ce travail-là d'ateliers d'animation familiale pour construire cette charte. Donc c'est assez long, mais c'est un travail en effet sur, oui, si on veut rentrer dans le groupe, est-ce qu'il faut qu'il y ait un poste disponible? Est-ce qu'on peut appeler? Quel est le rôle des conjoints? Comment est-ce qu'on transmet cela à nos enfants? Enfin, un panel énorme de questions auxquelles on doit répondre. Donc là, la charte, elle est en cours de construction. Et je pense que ça devrait voir le jour et nous aider à ne pas faire au cas par cas ou au feeling selon la personne. Ce qui peut engendrer un certain nombre de problèmes ensuite, de favoritisme, etc., ce qui n'est pas voulu. Et justement, à part vous deux, dans la génération, là, sur vos 10 cousins, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont impliqués dans le groupe et à quel type de position? Alors, comme on le disait, on est les 2 aînés, mais ensuite, on a notre petite sœur qui est également dans le groupe. Elle est en charge, donc elle n'est pas sur une partie opérationnelle pure, elle est en charge du fonds de dotation du groupe. Et elle est aussi chargée de projet sur la mission handicap. D'accord. Voilà. Et sinon, après, nos cousins, ils sont plus jeunes ou sont partis sur d'autres univers, mais probablement qu'ils rentreront peut-être d'une façon ou d'une autre. Ensuite, il y a les conseils d'administration, il y a l'animation familiale, etc. Il y a plein de façons de s'intégrer et de participer à la vie du groupe sans pour autant faire de l'entrepreneuriat ou être vraiment opérationnel. Absolument. Et justement, c'était un peu ma dernière question. C'est-à-dire qu'une des façons, finalement, peut-être la première, c'est aussi d'être actionnaire. Donc, pour conclure cette journée, lourde tâche pour vous, quel conseil vous pourriez donner pour
former ces générations d'actionnaires, de futurs actionnaires des entreprises familiales? Merci. Je peux faire un tout petit commentaire avant par rapport à la charte. C'est super que vous preniez le temps. Parce que c'est en prenant le temps de l'élaborer ensemble que vous dialoguez, que vous discutez, que vous résolvez des différences d'opinion, etc. Et c'est ce temps que vous prenez qui fera que votre charte sera un succès. Le document sera important comme référence, mais c'est vraiment toute l'élaboration qui est vraiment très importante. Pardon, je faisais cette parenthèse, j'espère que je ne sors pas trop du timing. Oui, alors effectivement, on a un rôle qu'on peut avoir, même si on n'est pas dans l'opérationnel, si on n'est pas dans la gouvernance, c'est le rôle d'actionnaire. On a bien entendu plusieurs exemples où il y a énormément d'actionnaires, finalement relativement peu dans la gouvernance ou dans l'opérationnel. Je crois que la première chose à faire, c'est prendre conscience que ce rôle existe et qu'il est très important. Parce qu'un actionnaire, ne serait-ce que tout bêtement, qui garde ses actions, qui ne les vend pas, c'est autant de capital qu'il laisse à l'entreprise pour son développement. Donc avoir bien conscience de cela. Un actionnaire, c'est celui qui chaque année décidera en assemblée générale du montant des dividendes sur proposition du conseil d'administration. Mais si les actionnaires demandent beaucoup de dividendes au détriment du développement de l'entreprise, ou inversement, s'ils s'ils peuvent couper les dividendes parce qu'ils pensent que l'entreprise est trop endettée et qu'il faut de l'argent, c'est un rôle vraiment important déjà au niveau, ne serait-ce que financier, pour aider le développement de l'entreprise. Et puis, les actionnaires peuvent même être impliqués un petit peu plus en donnant la mission, même leur vision à long terme, là je parle de plutôt 20 ans, le cadre dans lequel l'entreprise va opérer, les valeurs qu'ils veulent voir respectées. Donc comment former ces actionnaires? Déjà en leur expliquant donc le rôle de l'actionnaire, la gouvernance, les différents rôles dans la gouvernance qu'il ne faut pas mélanger, et puis en leur montrant bien sûr l'entreprise, qu'ils soient capables de comprendre comment marche cette entreprise en particulier et en général les entreprises, de comprendre cette notion justement de réallocation des profits et quels sont les besoins à long terme, comment la société, Fabien parlait des grandes tendances par exemple, comprendre que ces grandes tendances vont exiger d'aller dans telle ou telle direction. Parce qu'il y a des circonstances où ça sera peut-être plus astucieux de fusionner, ou alors on va racheter, mais ça va peser sur le bilan, etc. Donc, un actionnaire qui va prendre certaines décisions sur le capital en AG, en Assemblée Générale, doit bien comprendre comment marche l'entreprise. Et je pense qu'on peut transmettre des actions très jeunes, juste 1, 2, 10 actions pour être impliqué en Assemblée Générale, mais ne pas les transmettre sans les valeurs qui vont avec, l'explication qui va avec, l'historique qui va avec. Donc être actionnaire, ça s'apprend. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Un grand merci à toutes les trois. Merci. Merci beaucoup.